Hi guys, your girl Noemi here. We are back in Kinshasa, capital city, native city, where today I'm super excited to be talking with none other than Tizia, who's founder of La Quinoise. If you follow my YouTube channel, you see me like with my coffee cup, even when I'm in Nairobi, even when I'm in Canada, even when I'm in San Diego, in the morning drinking my Arabica beans from DRC. And you notice the bag is usually like quinoise on shameless plug. So I'm super excited to have the founder at the table with me, the Queen Tizia. But your girl sucks at French, but she's trying. For today's episode, we're gonna do it in French. Oh, we can speak in English. Non, je dois pratiquer. Non, je dois pratiquer. Non. Ah, okay. We're gonna do it in French. Ladies and gentlemen, will you allow me to reintroduce the Queen, Tizia, my girl. Sérieusement, gros merci. Le fait que d'abord je t'ai demandé, je pense hier ou avant-hier, et t'as accepté, j'adore. Non, sérieux, j'adore ton café. Non, et en fait, c'est que je dis ça parce que je le consomme beaucoup et je te fais rire. J'étais une fois à, je pense que c'était JJ Mart, Hyper là. Parce que j'habitais avant à Kitambo. Je vais prendre mon café, la quinoise, donc j'ai dit que je fais le calcul. J'arrive là directement à 7h quand ils ouvrent. Comme ça, il n'y a pas d'embouteillage. Je vais chercher ton café, il n'y en a plus. Alors, je vais chez le manager, j'ai dit, where is la quinoise? J'ai parlé en anglais, j'ai fait exprès, parce que je sais déjà, les managers, dès que tu parles anglais, là, il y a un complexe. J'ai dit, oui, la quinoise. Oh non, il n'y a plus de stock, ils vont restocker la semaine prochaine, mais c'est pas grave, tu peux acheter cette autre marque. Also, excuse me. Ça, il a pris mon numéro dès que vous les avez donné du stock. Oh, le mec a envoyé un moto à mon bureau pour me livrer de la quinoise. Oh. Absolutely. Je veux dire, GG Mart, c'est un magasin partenaire avec SK. Ce sont les deux magasins partenaires qui nous ont fait confiance dès le départ. Même si ce ne sont pas des chaînes congolaises à la base. Ils nous ont quand même fait confiance. On a gardé de très bons rapports, que ce soit avec SK et GG Mart. Et bien sûr avec tous les autres supermarchés. Hein. Je vous aime tous. Mais effectivement, la société a très vite grandi. On essaie de ne pas faire des ruptures de stock en magasin, au maximum. En général, c'est rare. Ou alors, c'est eux qui ne nous ont pas commandé. Mais c'est vrai que souvent, on a beaucoup de commandes et les supermarchés nous prennent aussi beaucoup de commandes avec GG Mart. C'est cool à vrai dire parfois, mais il faut qu'on soit plus efficace. Ce que je retiens, moi, c'est qu'on était en rupture de stock dans le supermarché. C'est tout ce que je retiens en fait. J'arrive pas à dépasser le fait que comment ça, on n'était pas sur les rayons. Tu sais, moi, je suis tellement folle. Il y avait un autre magasin, parce qu'un des autres, j'ai oublié lequel. La quinoise, non, je me rappelle, c'est maintenant SK au niveau de quand tu dépasses Delvaux, juste Kananga, je crois, juste avant Pigeon. Je suis allée là-bas pour acheter ton café. Et je pense que tu étais dans le second rayon, pas au milieu. Et c'est ça, les trucs de rayon, j'aimerais qu'on en parle surtout parce que beaucoup de marques qui aiment entrer dans les supermarchés comprennent pas le jeu de comment les supermarchés mettent les produits. Et ça, j'aimerais qu'on en parle. Mais le sien était comme, pas le dernier, mais c'était like second last. Alors moi qui est folle, j'ai pris tes sacs, je les ai mis c'est comme ça, une marque congolaise on a quelqu'un de notre équipe qui est chargé de ça. Ok, explique-moi comment ça se passe, parce que ceux qui écoutent, on va directement commencer, ok? Ok. Ceux qui écoutent, donc, ceux qui savent pas, la quinoise, elle fait du café, et elle les vend dans les supermarchés en RDC, les hôtels. Et le truc est que beaucoup de gens qui commencent ce business veulent entrer dans le supermarché. Et ça fait du sens. Les supermarchés, ça bouge du volume. Dans un pays comme la RDC, ça attire une certaine classe. Et en termes de business, c'est plus facile de dealer avec des supermarchés qui font des commandes fixes et tu les livres et Et c'est plus facile à avoir un système avec des gens comme ça que dealer avec l'informel des fois sur la rue. Alors, quand ça vient au supermarché, c'est que tu écoutes. Est-ce que tu peux expliquer en termes simples comment les supermarchés mettent les items où, les rayons? Parce que ça joue, parce que quand je regarde comme ça, c'est le premier que j'ai probablement va acheter et que celui qui est en bas. Oui, ça c'est du merchandising, c'est vrai. Alors, je vais quand même nuancer un peu les propos. Nous, c'est pas dans les supermarchés qu'on gagne notre vie. Vraiment? Non. Alors, le supermarché, c'est bien. C'est très bien pour la visibilité de la marque. C'est important qu'on soit visible, que quand on parle de la quinoise, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou quoi, qu'on puisse nous voir quelque part. Donc, c'est bien d'avoir un point de vente. Mais nous, on vend surtout aux entreprises, en fait, et aux hôtels. C'est des volumes beaucoup plus importants pour nous. C'est des commandes fixes et c'est des contrats.
OK. Donc, par exemple, un hôtel, 200 chambres, peut te commander 300, 400 kilos par mois. Si tu as 10 hôtels, c'est 4 tonnes. En supermarché, il n'y a aucune chaîne de supermarché au Congo qui va te prendre 4 tonnes par mois. Wow. Donc, pour nous, c'est plus intéressant. Les entreprises, par exemple, tu as une entreprise comme la Gécamine. Ce n'est pas notre partenaire, mais je vous salue. La Gécamine qui a, par exemple, 19 000 employés. Si tu es fournisseur de café à la Gécamine, et 19 000 personnes qui boivent du café tous les jours, Au bureau. bah, tu as 19 000 capsules par jour qui partent. C'est beaucoup plus important parce qu'il n'y a aucun supermarché où tu as 19 000 personnes par jour qui vont venir acheter même ton café, même peu importe ce que tu vends, sauf si c'est des marques très connues, internationales, dont tout le monde achète, comme de l'eau ou je ne sais trop quoi. Donc, pour nous, les supermarchés, ce n'est pas notre cœur des métiers. On est une jeune entreprise encore. Beaucoup de gens sont là, la quinoise, c'est cool. On est vraiment content de l'engouement qu'ont les gens, mais on est encore jeune en fait. Et les gens se rendent pas compte qu'on est encore jeune. Tu sais, genre parfois on m'arrête en me disant, mais pourquoi t'exportes pas? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu n'ouvres pas des coffee shops? Oh go! J'ai commencé il y a 5 ans. Je commercialise depuis 5 ans. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup aussi. Mais voilà. Donc pour nous, les supermarchés, c'est pas notre cœur de métier, enfin, c'est pas notre cœur clientèle, c'est un choix. On n'est pas beaucoup dans l'entreprise. Je vais peut-être le raconter à un moment donné. On a une partie qui est ce que j'appelle les chefs café, donc c'est des revendeurs de café. Ce ne sont pas mes employés directement, ce sont des partenaires, mais en tant qu'employé direct, j'ai la plantation et j'ai l'usine. Et après, j'ai une petite équipe commerciale. L'équipe commerciale va se concentrer sur du B2B. B2B, quand je dis B2B, je parle entreprise Horeca. Hôtel, restaurant, cafétéria. Les supermarchés, maintenant, on peut avoir une personne, mais une personne qui doit couvrir tous les supermarchés, elle ne peut pas le faire tout le temps à fond parce qu'elle a aussi d'autres clients qui sont dans les Horeca, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que parfois, dans le supermarché, quand on nous voit en bas, c'est pas qu'on néglige, mais c'est juste que on a d'autres clients. Par exemple, si tu vas à Rotana boire ton café, tu le sais peut-être pas, mais c'est mon café que tu bois. Wouh! Tu vois? Queen. Si tu vas à Golden Tulip, tu bois mon café, tu le sais pas parce qu'il n'y a pas ma marque là, mais c'est mon café que tu bois, tu vois. C'est du white label dans ce cas-là. Ou c'est pas du white label, mais c'est juste non, c'est nous les fournisseurs, tout simplement. Okay. Tu es dans le restaurant, tu bois du café, à moins que tu demandes c'est quoi comme café qu'on sert, c'est effectivement la quinoise. Donc voilà. Maintenant, pour revenir au supermarché, donc ça c'était juste la petite nuance. Pour revenir au supermarché, il y a certains supermarchés, tu dois payer ton positionnement. C'est ça que j'aimerais que tu m'expliques. Ça, je t'ai choqué. Ça, je savais pas, tu sais. C'est même en France, hein, c'est partout. Hein. Mais c'est partout, c'est un modèle. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en termes simples, c'est quoi la logique, comment ils expliquent ça Alors, c'est pas tous les supermarchés d'abord. Il y a certains supermarchés, ça se passe pas comme ça. Il y a certains supermarchés, quand vous êtes partenaire ou fournisseur depuis longtemps ou que vous vendez bien, ils vous placent là naturellement parce que vous faites des bonnes ventes. Nous, par exemple, chez Carrefour, on a un très bon positionnement. Carrefour ancien Hyper Psaro. Ok, parfait, ouais. On a un très bon positionnement en termes de merchandising. GG Mart, ça dépend du gérant, mais en général, on a un bon positionnement. SK, pareil. Si tu vas à SK Royal, on a un bon positionnement. SK Delvaux, peut-être un peu moins, mais c'est 2 gérants différents. Donc après, c'est le feeling. Maintenant, après, il y a certains supermarchés, effectivement, tu payes ton positionnement parce que tu payes, en fait, le marketing. C'est le marketing. Donc, si tu veux ta hauteur des yeux, avoir 3 rangées ou avoir toute la rangée, eh ben, tu dois payer quand même ce positionnement parce que tu fais un coût marketing, c'est un coût commercial. Après, ça dépend comment tu négocies avec la personne en face en disant, voilà, moi j'ai envie de faire ça, mais en contrepartie, je vous offre ceci, je fais une promo sur ça, etc., etc. Eux, ils restent aussi des entrepreneurs, ils restent des businessmen. Toi, c'est une businesswoman. Pourquoi il va mettre plus en avant ton produit que le sien? Il faut qu'il ait quelque chose à gagner. Donc, c'est comment tu négocies après ton contrat, quoi. Top. Et en fait, toi, j'aimerais d'abord qu'on rentre un peu vers l'arrière. Si j'ai bien compris, nous deux, on est de la diaspora. Je ne sais pas pourquoi j'aime pas ce mot-là, mais on est de la diaspora. J'aime pas ce mot non plus. Non, vraiment. Alors, moi, c'est le Canada. Toi, c'est... Donc, j'essaie de comprendre. C'est qui, Kezia, t'es né où? T'as grandi où? Où est-ce que tu as étudié? Parce que tu as une connaissance, qu'est-ce que j'appelle business acumen, très fort. Je le sais déjà. Et comment tu es arrivé à la quinoise? Si tu peux nous faire un genre de bref, qui est Kezia? Comment tu es allé de... Je suis née ici, grandi là, étudié ça.
je suis rentrée en RDC. Pourquoi? Et maintenant, j'ai fait ça comme business. Mais après ça, je suis maintenant devenue à développer la quinoise. Donne-moi le background. Alors, moi, je suis née à Keene. Moi aussi. À la clinique Galliema. Moi aussi! C'est vrai? Par le docteur, je me souviens plus son nom, mais ma mère, parfois, elle me sort tout l'historique. Tu es née à la clinique Galliema par docteur je sais pas qui. Moi aussi! Le 25 décembre, donc c'est le jour de Noël. 3 novembre. Wow! Ouais. Puis, mes parents ont décidé d'aller en France. Enfin, ma mère a décidé d'aller en France pour élever ses enfants. Donc, j'ai fait mes études en France. T'avais quel âge? J'étais très, très, très jeune. 1, 2 ans, je sais pas. Ok. Donc voilà, j'ai étudié en France. J'ai fait une école de commerce. Ça s'explique? Je m'étais un peu perdue, hein, parce qu'au départ, j'ai fait une licence en économie, langue et civilisation anglophone. C'est pour ça que je disais, you can speak in English. I can speak in English with my cute little French accent. Les hommes adorent cet accent-là. Et ouais, les hommes ne m'intéressent plus, je suis... I'm taking, guys. S'il vous plaît. Donc du coup, ouais, j'ai fait ma licence en économie, civilisation anglophone. Après, j'ai fait un master en sociologie. Oh. Je me suis rendu compte que j'allais pas avoir de travail avec mon histoire de master en sociologie. Donc, j'ai recommencé. I cannot be broke. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est quoi les débouchés à part être prof ou écrivain? Parce qu'on va pas tous être prof, on va pas tous être écrivain, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait une école de commerce. Nice. Parce que je savais que j'allais avoir des débouchés. Pendant mes études, donc j'ai été diplômée. Après, j'ai fait mon MBA à Shanghai, Oh, love. à l'université de Shanghai, où là, j'ai fait un MBA en négociation des affaires. Incroyable. Donc, toi, tu sais négocier les termes, les trucs. Et c'est pour ça que je disais, tout dépend comment tu négocies, tes ça, étagères, etc. j'adore. Il faudrait peut-être qu'un jour je fasse une masterclass, parce que beaucoup de gens ne savent pas négocier, en fait. Pas du tout. Parce qu'une négociation, ça se prépare, en vrai. Et à vrai dire, moi, non, c'est mon secret, je vais le garder. J'avais partagé un secret de négo, mais je vais le garder pour moi. Donc voilà, donc j'ai fait un truc en négo à Shanghai, très intéressant parce que les Chinois sont des très, très, très bons businessmen. Trop. Et très coriaces en termes de négociation. Donc, ils ont... Top. Après ça, je suis retournée en France. Et même pas en 1 an, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut que je retourne dans mon pays. Et du coup, je suis revenue au Congo. Wow. Et au Congo, quand t'es revenu ici, en quelle année? Tu te rappelles? En 2018. Tu as commencé, la quinoa, c'est 5 ans, non? Je fais un genre de calendrier. Alors, tu n'as pas commencé avec ça, alors? Pendant ce temps-là, pendant que je grandis, je reviens chaque année au Congo. Donc, toi et moi, on a la même histoire. Et quand je reviens au Congo, j'ai une passion que je partage avec mon père, que je vois que pendant les vacances, en fait. Et du coup, la passion que j'ai avec mon père, c'est de faire pousser des trucs. Des orangers, des citronniers, des mangoustans. On fait pousser des trucs. Et un jour, je lui dis, tiens, j'aimerais bien faire pousser du café. Parce que j'apprends que les arbres de café produisent aussi des fleurs. Et je voulais avoir des fleurs, etc. Et là, il me dit, je crois pas que le café pousse. Ok. J'en parle à d'autres personnes. Et les réactions étaient tellement vives. Mais ça pousse pas, laisse tomber. Qu'est-ce que tu vas encore faire avec du café? Ça pousse pas, Kinshasa. Et comme je suis têtue, j'étais là, mais ok, je vais essayer. Tu perds ton temps, je vais essayer. Yes. Et donc, du coup, j'ai essayé. Comme j'étais étudiante, j'avais rien à perdre. Je payais pas de loyer. Oh, ça me manque ces années-là. J'avais pas d'enfants à charge. Ça me manque ces années-là. Donc, j'achète des semences pour $20. Si ça pousse pas, je n'ai rien perdu. J'ai perdu mon temps et $20. Mais quand tu es étudiant, t'as juste le temps. C'est ça. J'ai pas perdu la caution d'un appartement, j'ai pas perdu l'école des enfants parce que donc j'avais pas de grands risques à prendre. Et surtout, je pensais pas en faire un métier. C'était juste pour voir si le café poussait. Okay. Le café a poussé. Le temps passe, je reviens en 2018. Je sais que j'ai du café. Quand je parle comme ça avec les gens, parfois, dans la conversation, il m'arrive de dire, tiens, moi, j'ai du café à Kinshasa. Et les gens me disent, non, je te crois pas. Ça doit être au Congo central. J'étais là, non, mais je sais où j'ai fait pousser l'histoire quand même. Et quand je vois les réactions des gens qui sont en mode, non, mais c'est impossible, je me rends compte petit à petit que ce que je viens de faire en tant qu'étudiante, personne ne l'avait jamais fait avant. Et que du coup, je tiens quelque chose d'unique. C'est en parlant avec les gens. Sauf que quand je reviens en 2018,
j'ouvre un business qui n'est pas du tout celui que j'ai maintenant. C'était quoi? J'avais un concept d'épicerie-restaurant. En gros, c'est une épicerie. Tout ce que tu achètes dans l'épicerie, tu as un cuisinier qui peut te le préparer en direct. Une épicerie, c'est un grocery store? Ouais. Ça veut dire que si, par comprends exemple, pas. tu achètes un paquet de pâtes Yeah. et que tu veux le manger sur place, parce qu'il y avait des tables, tu as un cuisinier qui peut te préparer les pâtes que tu viens d'acheter. Pourquoi les Au gens grocery voudront store. ce genre d'expérience? Maman, j'ai fait faillite. Désolée, madame. J'ai dit, pourquoi je paierais pour ça? That is a horrible idea. That was the worst idea I had. Ma dernière compagnie en RDC tourisme, application de tourisme, on a fait faillite en 6 mois. J'ai quand même tenu 2 ans, moi, avec mon histoire de grocery store. Personne ne comprenait ce qui se passait. So curious. Même le cuisinier ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Bon, ça a marché quand même un peu, tu vois. Ça a marché quand même un peu. Ça a marché quand même un peu. Ça a marché. J'en avais 5. C'est pas la folie. J'en avais 5. Mais j'ai fait faillite, mais je suis pas partie non plus sans rien, tu vois. J'en avais 5. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais ça va. Donc, j'en avais 5. J'avais Delvaux, Matete, Upen, Bandal et Coup de grâce, Gombe. À la Gombe, c'est là où tout le monde était so confused about mon concept que j'ai commencé en fait à fermer. J'ai commencé à avoir plein de dépenses, des tracasseries, bref. J'ai fermé mon business. Je me retrouve en 2020. J'ai du café. J'ai plus mon histoire d'épicerie-restaurant. Et là, je me dis, bon, OK, on va essayer de vendre le café. Ouais. On va essayer de vendre le café. Là, je commence à avoir des contacts, des Libanais, des Turcs qui me disent, OK, nous, on peut acheter ton café. On va mettre notre marque. Yeah. Genre, je dis, non, si je fais ça, on va enlever la particularité que ça poussait à Kinshasa. Ah, je vois. Et on va enlever cette originalité. Ah, je vois. C'est comme ça que j'ai appelé la marque La Quinoise. Et donc, on a commencé comme ça, petit à petit. C'était un peu artisanal au départ. Et puis, j'ai fait des concours. J'ai fait le concours de plan d'affaires, COPA, qui m'a permis de financer, de solder mon usine, parce que je commençais déjà à acheter mes machines. Mais petit à petit, j'avais pas assez d'argent pour tout acheter d'un coup. Là, avec ce concours, j'ai pu acheter le reste de mes machines. Puis après, j'ai eu le crédit au FOGEC qui m'a permis d'acheter mes machines qui me font maintenant mes capsules adaptées aux machines Espresso, etc., etc. Donc, c'était arrivé petit à petit. Mais à la base, c'était juste le challenge d'une étudiante. Oh, top. Oh, ça, j'adore. J'ai tellement de questions à te poser et j'espère qu'on aura le temps. Quand tu partages, il y a tellement mon cerveau commence un peu à aller fou. C'est que je comprends pas, pour te dire vrai. Le café congolais, c'est incroyable. Tu vas pas nous dire l'agronomie, l'histoire de comment les cafés peuvent tout ça, mais moi, j'adore le café du Kivu. J'adore. Et moi, j'aime plus l'arabica parce que c'est un peu plus sucré que le robusta qui est très amer. Mais pourquoi t'as pas juste... Il y a du café à l'Est. Pourquoi quand tu as compris que tu voulais rendre ça un business, on oublie que la partie que c'était un hobby. Quand tu t'es, OK, oui, ça peut être un business. Pourquoi ne pas juste approvisionner des cafés qui sont à l'Est, qui soit ça va vers le Rwanda ou on n'en achète même pas, ça pourrit. Pourquoi ne pas t'approvisionner, au lieu de te casser la tête à planter ton propre café? Alors, je travaille avec au moins 4 provinces, OK. dont les Kivu. Parfait. Et en fait, nous, on a du Robusta principalement dans notre plantation. Il faut savoir que ma plantation, elle est à Mongafula. Mongafula, on est déjà très proche du Congo central. Donc, c'est pas si étonnant, en fait, que le café pousse. Mais il y avait beaucoup de paramètres qui ont été regroupés. J'ai une rivière d'eau juste à côté. Je suis en hauteur. Mon terrain est ombragé. Donc, j'ai beaucoup de choses qui ont fait que, pouf, la magie a fait que j'ai du Robusta. Et on en a assez pour faire une gamme et être industriel. Parfait. Maintenant, j'ai pas de Libérica, j'ai pas d'Arabica et j'ai pas de Petit Quilou. Et ça, je travaille avec d'autres caféiculteurs. Oh, dans ceux que j'achète comme Arabica? Ça vient du Kivu. Et du coup, c'est écrit la quinoise, saveur du Kivu. Oui, Fais attention. Oui. Il y a Libérica, saveur du Kasaï. Et en fait, j'ai une politique de relance de plantations de café abandonnées. Il y a beaucoup de plantations de café qui sont abandonnées. Je vais pas faire mon historienne, mais il y a 40 ans, la RDC était l'un des premiers pays exportateurs de café. Ça, je savais pas. On était l'un des leaders. Et puis, voilà, on a perdu notre position à cause des conflits économico, sociaux, etc., politico, tout ce que tu veux. Et donc, aujourd'hui, on est l'un des derniers. Mais avec toute une génération de caféiculteurs qui existaient avant, il existe maintenant des plantations de café qui sont abandonnées un peu partout. Soit tu peux avoir des héritiers
qui vivent ailleurs, au Canada ou je sais pas où, ils savent qu'ils ont un terrain qu'ils ont hérité, mais ils savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, tu as la plantation qui est abandonnée. Soit tu peux avoir des gens qui ont une plantation, mais ils savent même pas que ça, c'est un arbre à café. Ça nous est déjà arrivé d'aller quelque part. Le type avait je ne sais combien de caféiers. Il disait, ah, le café, ça ressemble à ça. Il savait pas c'était quoi cet arbre qui poussait avec ses drôles de fleurs et ses cerises rouges. Tu vois, parce qu'on n'a pas une connaissance non plus de nos richesses agricoles. Et donc, il y avait plein de plantations comme ça qui étaient abandonnées. Ou alors, parfois, tu pouvais avoir des gens qui avaient une plantation abandonnée parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la faire revivre, de décortiquer, ou ils ne savaient pas à qui vendre. J'ai déjà eu affaire à des j'allais dire des villageois, oui, parce que c'est un village, c'est pas péjoratif quand je dis villageois, qui me disaient, nous, on a du café, on a des tonnes et des tonnes, mais personne ne veut acheter notre café. Du coup, donne ce que tu peux, donne ce que tu veux, limite. Mais que ça reste pas là. Alors qu'en fait, ils étaient assis sur $3 000 la tonne. Ouf! Tu vois, et le mec était prêt à me filer ça pour $500 la tonne. J'ai dit, non, papa, ça, c'est $3 000 la tonne. Et on va travailler ensemble. Je vais vous acheter une décortiqueuse, mais ce café, vous allez me le vendre qu'à moi et je vais l'acheter au bon prix. Tout le monde est gagnant. Eux, ils ont la décortiqueuse, du coup, ils peuvent faire un très bon travail, fournir du café en quantité pour moi et du coup pour la quinoise. Et en contrepartie, moi, j'achète le café à bon prix. Je n'achète pas à 1 000 francs le kilo ou $500 la tonne. Je l'achète au cours du café et du coup, pour eux, ça relance une activité économique dans leur région rurale. Et donc, sur ça, on travaille avec le Kasaï, on travaille avec le Congo central, on travaille avec le Kivu. On a des partenaires déjà très bien organisés au sud du Bangui. Là, on est en train de voir avec Kwilu Kwango. Donc, effectivement, j'ai ma plantation, mais je travaille avec beaucoup de caféiculteurs. Ben ça, c'est incroyable. Et comment tu fais, parce que ton modèle est un peu similaire à ce que moi je fais avec le miel, comment tu t'assures du point de vue quality control? La qualité, et surtout quand le transport dans ce pays n'est pas facile, tout ça, comment tu fais? Alors, je ne sais pas comment ça se passe par rapport au miel, parce que tu me parles du transport. Pour toi, le transport peut abîmer la qualité du miel? Pas abîmer, mais tu as des pertes de quantité. Donc, tu as une ture, il y a de 100 kilos, mais à cause de la route, des fois, bouger, et comme ça devient 95 kilos. Ah, ok, non, en général, le café est plutôt bien emballé. Hein. C'est des sacs bien, comme un peu des sacs de riz, quoi. Donc, c'est bien fermé. Alors, nous, on a un agronome qui gère, du coup, les autres plantations. On forme les gens. Et puis après, tout est une question de mise en terre. C'est-à-dire qu'une fois que l'arbre est bien planté, il n'y a aucune raison pour que ton café soit pas bien après. Alors, c'est pas pareil, je suppose, que d'autres aliments et tout ça qui sont sensibles à la température. C'est ça. Alors oui, bien sûr, c'est sensible à la température, mais l'agronome est là avant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arbre à café qu'on va planter comme ça par hasard. Okay. Il va dire, ici, vous devez planter, on va planter à tel mois, il va être là pendant qu'on plante, on va suivre le germoir. On met en le terre. miel, c'est pareil. Le miel, c'est pareil. La récolte, c'est telle date, c'est ça, une quantité. Et puis après, pareil. On plante. Oui, c'est See you dans 6 months. Enfin, on se voit dans 6 mois. Et puis, entre-temps, il n'y a rien qui peut abîmer le truc, sauf si le mec, par exemple, décide de couper les branches, de ne pas mettre d'ombrage. Donc, il n'y a pas de trop grand risque. Et puis, notre terre, elle est très, très bonne pour le café. Pour avoir un mauvais café congolais, mais je ne sais pas comment tu peux faire ça. Franchement, je ne sais pas comment tu peux faire un mauvais café congolais. Mais moi c'est que je ne comprends pas, toi. Là, tu dois vraiment m'expliquer. Parce que moi, ma connaissance, c'est que le Congo, en termes de culture, on n'est pas des consommateurs de café. En culture, voulant dire quoi? Je m'explique. C'est un peu comme le miel. Basé sur mon étude, les Occidentaux, c'est comme ça que moi je suis vers l'exportation, les Occidentaux, ils en mangent du miel à gogo. Et même à l'Occident, c'est souvent une certaine classe qui consomme le miel beaucoup et non la masse. Alors, ma connaissance, c'est que la RDC, oui, il y a des gens comme moi, et qu'on aime le café, mais on n'est pas la majorité. Les gens préfèrent boire du thé avec du sucre à la canne que le café qui va leur donner ce qu'ils appellent des palpites. Mais ceux qui boivent aussi le café qui sont locaux, il y a un petit complexe. Ils préfèrent aller avec des marques comme Nestlé, je sais pas moi quoi, qui sont familiarisées et importées. Alors, avec ton café, c'est là que ça m'intéresse beaucoup. Et peut-être tu peux lier ça aussi au chiffre d'affaires. Vraiment, donc toi, tu valides qu'il y a une forte demande dans ce pays pour le café local, parce que c'est à toi, parce que c'est ça ta catégorie. Ou est-ce que la clientèle cible à laquelle tu vends
qu'on dise la vérité, c'est pas vraiment des locaux per se. C'est juste des gens qui vivent en RDC, vont dans des hôtels, vont dans blablabla. Et c'est ça la cible. Donc, j'essaie de comprendre si vraiment il y a une demande forte pour ton produit dans cette masse congolaise ou c'est que tu es plus niche dans ce pays. Non, je pense qu'il faut diversifier sa cible clientèle. Ok. Nous, on a différents produits, du coup, on s'adresse à différentes personnes. On a effectivement les produits où on cible le B2B. C'est 50% de notre chiffre d'affaires, 50% de notre autre chiffre d'affaires, c'est le B2C, avec nos chariots où on vend directement Je kiffe sur tes chariots. au consommateur final. C'est une mauvaise croyance, enfin, c'est pas le bon mot, mais c'est une mauvaise conception de penser que les gens au Congo ne boivent pas de café. Beaucoup de gens boivent du café. À vrai dire, nous, de notre dernière étude qu'on a fait, à peu près 1 personne sur 4 au Congo boit du café. Ça fait 20 millions de personnes. Wow. Donc, on a un marché énorme. À savoir aussi qu'il y a des gens qui boivent du café, mais on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas un moment café comme on peut l'avoir au Maroc ou en Italie, où c'est vraiment le petit moment café ou après le repas, qui veut un café? Ça ne sera pas comme ça, mais ton chauffeur de taxi va boire du café. Ton militaire boit du café, ton policier boit du café, le gars de la sécurité boit du café, les mamans, avant de commencer le matin à vendre leur pain, elles boivent du café. Dans les deuils, on boit du café, le professeur boit du café, le médecin boit du café parce qu'il doit faire son shift. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui boivent du café, mais ce n'est pas un moment sacralisé. Okay. C'est un café sur le pouce comme ça, mais beaucoup de gens boivent du café, en fait. Et comment... Moi, j'adore que tu aies partagé ça parce que je suis obsédée avec l'économie informelle. J'adore cette économie-là. Alors, comment tu as pu savoir cette population-là? Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que l'informel, c'est la majorité de ce pays. Alors, quel genre d'études, quel genre d'observations, quel genre de données tu as pu valider que c'est cette clientèle-là que vous allez de le BTC qui consomme le café? Et comment l'atteindre dans ces moments-là clés pour vendre le café? Honnêtement, je ne vais pas répondre à ta question parce que ça reste quand même, je reste comme une entreprise. Je ne vais pas donner du pain béni à toutes les personnes qui font générique. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Il faut juste étudier sa cible clientèle. Tu vois, moi, je suis dans un domaine où parfois, je vais faire un truc, on va me copier. Tu vois, donc je ne peux pas non plus dire toutes mes stratégies comme ça. Mais... du coup, je vais rebondir sur les copies, parce que ça arrive souvent. Moi, ça m'est beaucoup arrivé des gens qui viennent me voir en me disant « Madame, j'avais commencé une marque de cosmétiques. » D'ailleurs, sur mon TikTok, j'ai un concept qui s'appelle Conseil Ticia. Et il y a une nana qui m'avait parlé de ça en disant, je crois qu'elle avait une marque de bijoux ou de je sais plus quoi, et qu'il y avait une de ses copines qui n'arrêtait pas de copier tout ce qu'elle faisait comme produit. Si elle vend des mèches, elle va vendre des mèches. Donc, je reviens sur ça, sur les copies. Beaucoup de gens aiment copier ce que tu fais, mais sans savoir la stratégie que toi, tu es en train de mettre en place, tu vois. Sans savoir où tu vas, quelle analyse tu as fait. Est-ce que c'est pas une étape pour quelque chose de plus gros ou est-ce que c'est ta destination finale, etc. Sur ça, la question que tu viens me poser, c'est de me poser la question sur cette stratégie. Non, pas en détail. Mais même flou, je peux pas répondre, en fait. Mais c'est intéressant, c'est que tu as mentionné, Amashi, you mentioned l'idée de copie. C'est intéressant ce que tu mentionnes parce que, ok, comment je veux dire ça? Dans un marché, par exemple, prenons un marché américain, plus de 300 millions de population, la probabilité que ton business est le seul qui fait ce qu'il fait, c'est like zero. Someone else is doing it. Et la stratégie, c'est pas vraiment toi la première à le faire, mais tu es la première peut-être à être courageuse, à exécuter. D'autres rêvent, ils font les recherches, mais ils vont jamais exécuter. Mais c'est ça aussi un autre truc, parce que quelqu'un d'autre m'avait aussi mentionné ça, c'est que dans notre communauté, la critique, c'est que si on va avoir beaucoup de business, si on va avoir une économie entrepreneur, et on en a besoin, parce que le capitalisme, c'est nécessaire, l'idée que quelqu'un d'autre va avoir peur qu'on te copie, mais en même temps, you have to have some kind of trademark of your ideas and of your concept. You have to protect to some degree. So I guess ma question, c'est que, what does that look like, cette balance-là entre protéger ton idée, ta structure, puis tout ça, mais en même temps, tu réalises que tu n'es pas la seule qui va commencer un tel concept. Et même le concept que tu parles des chariots, il y a des gens qui le font déjà avec le thé et tout ça. Même, j'ai pas inventé le café. Non, exactement. Mais j'aimerais que tu parles de ça, de l'idée de copie. Parce que c'est un truc que beaucoup de gens, ça vient souvent. On a deux catégories, d'autres qui veulent
tellement protégé parce que, mon Dieu, ce pays ici, dès que toi, tu as une idée, il y a 1000 autres qui veulent copier la même idée sans faire une étude de marché. Et après une année, ça foire l'industrie. Mais de l'autre côté, it's like, I also understand your pain of like, that's annoying. Bon, c'est pas vraiment de la peine. C'est juste qu'à un moment donné, on reste des businessmen et des businesswomen, tu vois. On n'est pas obligé de motiver les gens à entreprendre. Tu vois ce que je veux dire? 100%. C'est pas mon métier de motiver les gens, de faire conseil Ticia, de faire des vidéos où j'essaie de 100%. conseiller les gens à se dépasser, etc., etc. Moi, je suis même engagée à la FEC, à la Commission Jeunes Entrepreneurs, où je prends mon temps personnel Wow. alors que je devrais être en train de travailler pour ma vie, That's où really je vais nice. travailler gratuitement pour aider quelqu'un à lancer son business. Donc, sur ça, il n'y a pas de peine ou de truc. J'ai déjà eu des gens qui venaient me voir en disant, moi, j'ai ma marque de café, Madame Ticia, aidez-moi avec cette marque-là. Et on essaie de voir, OK, ta marque, qu'est-ce que tu fais, où tu es, OK, t'as le Mumbashi. La FEC. Si vous voulez commencer votre business, la FEC. Comment tu peux t'en sortir, etc. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. C'est pas parce que tu fais du café que je vais pas t'aider, au contraire. Moi, je me suis sentie très isolée au départ, le fait d'être dans une région où il n'y avait pas d'autres caféculteurs que moi-même. C'est ça que je voulais Du même te coup, poser la à question. chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit, moi, je fais du café, je fais, girl, on doit faire un mix, on fait quoi? Café, louboum, café, la quinoise, on fait la congolaise ensemble. Donc, je suis à chaque fois très motivée pour ça. Là où je dis que il faut pas, où je vais pas m'étaler sur mes stratégies personnelles, je pense que chaque entreprise a le droit d'avoir ses réserves. Tu vois, Elon Musk, il va pas aller expliquer à la télé, même s'il n'est pas le premier à SpaceX. ouais, même à faire des voitures avec Tesla, Tesla. il va pas aller sur sa chaîne YouTube en train de dire voilà ce qu'on va faire avec Tesla, let's go, let's go, let's go. Pourtant, il y a Peugeot, etc., etc. 100%. Excusez-moi de me comparer à Elon Musk, mais bon, j'en ai... Excuse-moi, excuse. Were you gonna compare yourself to Disney? je vais me comparer aux Avengers des entrepreneurs, tu vois. Yeah. Donc, à un moment donné, c'est normal de protéger un minimum ton plan de développement. D'ailleurs, moi, je dis souvent sur ma chaîne TikTok, aux jeunes, je leur dis, ne partagez pas vos stratégies sur votre business plan. Vous partagez votre business plan, mais vous partagez pas tout, tu vois. Même si on va vous copier, on va pas vous copier votre stratégie. Même si quelqu'un a déjà pensé à cette stratégie, peut-être même il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui faisait ça. Moi, les histoires de chariot, je sais qu'au Sénégal, c'est monnaie courante, tu vois. Donc, j'ai rien inventé. Dans ces cas-là, va copier aussi au Sénégal, mais ne copie pas moi, parce que moi, j'ai bossé, c'est mon travail. Le travail que je fais, c'est pour gagner ma vie. Je fais pas ça pour la gloire, pour partager comme ça, gratuit, comme des petits pains. Donc, excusez-moi, à un moment donné, je vais pas tout vous révéler jusqu'à ce que je vous dise de quelle couleur sont mes sous-vêtements. Non, tu vois. Non. Mais moi, quelque chose que je veux aussi mentionner, j'adore ton parcours, mais tu dois mettre ton parcours, c'est incroyable. Dans le sens que je dis ça parce que la RDC commençait un business, tenir pour 5 ans. D'abord, la plupart des business à travers le monde échouent après maybe 2-3 ans. So 5 ans, that's quite même incredible. à travers le monde. À travers le monde. On doit juste admettre, on pense toujours que c'est RDC, c'est pas vrai. Like, la plupart des entreprises font faillite. Like, so, après 2-3 ans. So ça, ce côté-là, j'admire vraiment. Merci. Et je trouve que ta connaissance du monde des affaires, business, je vois, c'est très stratégique. Even la façon dont tu mets en place ton équipe, je dis, OK, cette meuf-là, elle a vraiment bien pensé comment monter une équipe. Et en termes tu as maintenant une usine, tu l'as fait à Kinshasa, et tu travailles des agrégateurs et les fermiers, incroyable. Alors moi, ce que j'aimerais aussi en parler, c'est qu'il y a des gens qui te regardent, par exemple, de la diaspora ou localement, qui veulent commencer un business, et surtout avec ton expérience avec la FEC, tu as dû remarquer, comment je peux dire ça, a pattern of what are some of the gaps and limitations that you've noticed even with your experience à la FEC, ou bien quand tu fais un business en RDC, that a lot of entrepreneurs that want to get in, parce que c'est les gens qui nous regardent, that want to do business in DRC, that want to do business in Kinshasa, des fois, ils ignorent, des fois, ils prennent pas en compte. Moi, j'ai comme 10 points que je peux déjà soulever, que avec ton expérience à la FEC, avec ton expérience, you'll be like, guys, like, please stop doing this, because I've spoken to 10 of you, and I keep noticing the same nonsense. Et comment, parce que ce que je remarque, c'est vraiment ça le problème, c'est qu'il y a d'autres gens, il y a deux groupes de gens à mon avis. Il y a d'autres qui ont des belles idées, et ça répond à la demande, ça fait du sens. Il y a d'autres, à mon humble avis, ok, c'est une belle idée peut-être pour la France ou pour le Canada, mais ça, like what's the demand here? So, what would you be like one or two pieces of advice that you would give to that person? Que tu as remarqué?
Alors, moi, un truc que j'ai remarqué parfois avec la diaspora, le mot qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Ou même des personnes qui vivent ici, c'est qu'ils veulent faire un business, mais ils ne veulent pas spécialement le gérer. C'est-à-dire qu'ils vont faire le business, mais je continue quand même à vivre en Belgique, mais une fois par mois, je vais voir ce qui se passe. C'est compliqué. Yeah. Il faut vivre là où tu fais ton business. Sinon, ça va être très compliqué. Donc ça, je pense que ça, c'est la première erreur, penser qu'on peut faire un business à distance ici. Je pense que c'est vraiment, vraiment une erreur. Je vois pas comment tu peux faire ça. 2, et je pense que c'est le talent qu'il faut avoir, le principal talent qu'il faut avoir, savoir recruter une équipe, la bonne équipe. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de beaux parleurs. Trop. Nous, on est des poètes, hein, les Congolais. Oh, les Congolais. Oh, mon les Dieu. Congolais, c'est les Congolais, on 10 minutes. You're like, oh my God, let's get married, guys. Mais même les femmes, hein, on est des beaux parleurs. Tu peux engager quelqu'un sur le papier, comment il te parle, tu dis non, mais c'est l'homme de la situation. Oh, mon Dieu. 0 sur 20 sur le terrain. Mais pour remarquer ça, il faut être sur le terrain aussi. C'est pour ça qu'il faut être là. Parce que parfois, tu peux engager quelqu'un en disant j'ai trouvé un mec sûr, un mec bon, il est sérieux, je continue à vivre à Hong Kong. Non, ton mec sérieux, il va rien faire de sérieux. Il faut que tu sois là. Donc, du coup, c'est aussi réussir à engager les gens et les tester sur le terrain. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis à l'aise d'être là avec toi à faire le podcast. Je sais que mon équipe est en train de tourner et il tourne très bien. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. J'ai un super directeur des opérations qui gère aussi l'usine. J'ai un très bon responsable de projet. J'ai un super ingénieur. On vient de recruter un assistant un peu tout terrain. Donc pour l'instant, il est agent polyvalent, il fait un peu tout. Mais on va lui trouver après sa formule à lui par rapport à ses compétences et ce qu'il nous a démontré. Mais ça, c'est vraiment une capacité de trouver ces bonnes personnes-là. Et ces personnes-là restent. Moi, mon équipe, ça se compte en années. Les personnes restent. Et les personnes qui nous quittent, ce sont les mauvaises graines. Ah, ça tu vois? Ça j'aime. Moi, je vire pas les gens. Oh, moi c'est trop facile. Je vire pas les gens. Quand je te vire, ça veut dire que c'est toi-même qui as fait une erreur, qui a poussé à ce que je te vire. Je vais pas virer quelqu'un sur un coup de tête t'as fait une petite erreur ou tu me saoules, je sais pas quoi. Non. Quand je te vire, c'est que t'as fait une erreur impardonnable. Tu vois? Et en général, ils le regrettent aussi. Donc bon, parce qu'ils se rendent compte que non, chez cette dame-là, on était bien, c'était une entreprise qui grandit, il y a une ambiance très familiale. Moi, je sais combien d'enfants ont mes employés, etc. Nanana. Je rentre pas dans leur vie, mais je veux dire, on est une équipe. On veut tous que ça fonctionne, tu vois. Et quand tu as quelqu'un dans l'équipe qui veut pas que ça fonctionne, elle tire vers le bas. Yeah. Donc, je reviens sur les conseils, c'est trouver une bonne équipe. 3e conseil. C'était juste 2. Alors, juste 2. Alors, j'aimerais que tu te répondes à une dernière question avant qu'on clôture le podcast. Écoute, je peux te parler pour des jours et des jours, mais c'est un podcast. Et j'aurais vraiment aimé qu'on parle de tes débuts, les challenges que tu as pu voir, mais aussi les moments, like winning moments. Parce que je pense, en tant qu'entrepreneur, et ça, j'ai cette manie-là, on est toujours on to the next, go. Et je dis toujours, quand tu es un founder, les gens viennent te voir avec des problèmes. Très rarement, les gens viennent te voir pour t'applaudir. Et c'est pas ça qu'on veut de toute façon. Mais je trouve que c'est très important, en tant qu'entrepreneur, de célébrer des moments. Like, wow, that was a winning moment. Oh, wow, that client. Oh, wow, I see someone on the street drinking my coffee. That's amazing. Mais j'aimerais, avant qu'on clôture le podcast, quelle est une genre de... comment je peux dire ça? Quelle est une difficulté que tu as pu subir à bâtir ta compagnie les derniers 5 ans, but malgré que c'était une difficulté, it also turned into a winning moment or a lesson learned for you personally as a business owner? Je sais pas, j'ai l'impression que mon quotidien, c'est des difficultés, hein, pour tout à fait. On est tous. Ça commence à 5 heures du matin. Parfois, le boulot, c'est régler des problèmes. Hein. C'est tout. Mais là encore, je fais coucou à mon équipe parce que ils ont appris un truc avec moi. C'est quand ils me donnent un problème, en général, après, ils me donnent 2 possibilités de solution. Oh my God, do the same! Je leur ai dit, tu me donnes pas un problème, tu m'exposes le problème, tu me donnes les solutions qu'on peut mettre en place. Parce que sinon, à la fin, je me retrouve comme ça avec... Alors, j'ai plutôt dans ma tête un winning moment qui s'est transformé en bad moment. Tu peux alors celui-ci? Alors, va vers l'envers. Comment ça? Après celui-là, alors. OK. What was the winning moment?
Super moment, je suis à l'INRB en train de faire le test Covid. C'était encore obligatoire, je devais aller en Chine, j'avais besoin de mon test Covid. Je suis en pyjama parce que je me dis, je vais vite fait faire le test Covid et puis je rentre à la maison, je continue ma journée. Le téléphone sonne, il y a une dame qui me dit « Excusez-moi madame, je suis l'assistante du DG de tel grand hôtel que je vais taire. Un jour, je dirais c'est quel hôtel, tellement ils m'ont fait souffrir. The shade! Je vais attendre un peu, je crois qu'il va fermer dans pas longtemps. Là. Quand il va fermer, on voit cet hôtel qui a fait You are faillite. the queen of shade! Je serais commencer à raconter tout le bien que je pense de cet hôtel. Anyway, la dame m'appelle, très gentille dame d'ailleurs au demeurant, qui me dit « Oui, bonjour madame, est-ce que c'est vous la patronne de la quinoise ?» Je dis « Oui. » Est-ce qu'on peut vous voir maintenant, parce qu'on veut valider qui va nous fournir le café et on veut que ce soit vous. Waouh! En général, c'est moi qui harcèle les gens. Bonjour, je peux vous fournir le café. J'ai une super offre. Là, on m'appelle. Je dis à la dame, excusez-moi, pour tout vous avouer, là, je suis à l'INRB, je suis pas présentable pour arriver. Est-ce que je peux arriver dans 1 heure ou 2 ou le lendemain, un truc dans le genre, je lui dis. Elle me dit non, faut que ce soit vraiment dans les 5 minutes. Ouf. Parce que là, on va signer le deal. Si vous ne venez pas avec votre offre, on risque de le donner à quelqu'un d'autre. Donc, il faut venir maintenant. Moi, j'ai insisté pour que ce soit vous. Je consomme votre café à la maison et je veux absolument que vous soyez notre fournisseur. Wow. OK. Je prends la voiture. J'ai toujours du déo dans la voiture. Je mets du déo. J'essaie de mettre mon truc un peu en marche. Mon pyjama ne ressemble pas trop à un pyjama, mais un petit boubou un peu sympa. Love. Je me dis, ça peut passer. Je mets un foulard sur la tête. Je vais directement à l'hôtel. Ils me disent, OK, on a goûté ton café, c'est super, tu sais quoi, tu vas commencer à nous fournir. Sauf que je reviens au début de l'histoire. J'étais censée aller en Chine. Yeah. Du coup, je leur dis, OK, cool. Glody, donc mon directeur des opérations, va mettre le truc en place. Il en est capable, c'est son boulot d'ailleurs. Il va mettre le truc en place. Donc nous, on marche sur... Moi, je clore le deal, le gros deal. Et après, Glody fait l'exécution macro. Et tout ce qui est après micro, comme les projets, les dégustations, les opérations un peu commerciales, c'est Joey, Jonathan. Nice. Donc, on fonctionne comme ça. Donc, OK, moi, j'ai scellé le truc. Je dis à Glody, nice. tu me remplaces. Nice. Je vais en Chine, etc. You're an incredible leader. Incredible leader. J'arrive en Chine. You're freaking me out. Le directeur de l'hôtel, le directeur F&B de l'hôtel, donc Food and Beverage, qui s'occupe donc des fournisseurs, m'appelle. Bonjour madame, votre café, on a bien aimé. Dès votre retour, on va signer. Mais on aimerait bien que vous nous fournissiez des machines à capsules. Il nous en faut 200. Je dis OK. J'avais de l'argent pour acheter carrément autre chose. Je leur dis OK, je vais acheter vos machines. Je suis en Chine, je vais là où on fabrique les machines, j'achète 250 machines, parce que même s'il m'a demandé 200, ils m'en font un peu en réserve au cas où, tout ça. J'achète 250 machines, comme il m'a demandé, noir, nanana. J'ai eu le mec au téléphone, il m'a dit, c'est bon, on deal. Glody m'a dit, on a fait la dégustation, tout le monde a kiffé, c'est bon madame, je reviens de Chine. Je vais dans cet hôtel. Bonjour, je cherche monsieur X. Oh, monsieur X ne travaille plus là. Ah, alors comment on fait? Parce que moi, je suis arrivée avec les 200 machines. 200 quoi? Les 200 machines. Où est le bon de commande? Il m'a dit au téléphone. Il vous a dit au téléphone? Je suis là. Qui a remplacé monsieur X? Voilà monsieur Y. Monsieur Y arrive, il dit, désolé, moi, ma femme, elle fait du café. C'est le café de ma femme qu'on va prendre. Vos machines, votre café. Oh, stop it! J'étais là. Quoi? Mais j'ai 250 machines. Je m'en fous. Vous n'avez pas de bon de commande, madame? Rule number 1, ladies and gentlemen, always have it in writing. If it's not in writing, it never happened. Be smart. Alors là, on va faire... C'est pour ça que tu m'as dit... Sorry, leadership. Like, that just like leadership. Excuse me, leadership. Mon cœur. Alors là, on va vers la clôture. I don't know if I should cry right now. I should be like... Mais alors, du coup, ça se finit quand même bien parce que quelques temps plus tard, un autre hôtel bien plus grand m'appelle. Il me dit, nous, on a besoin de 180 machines. J'ai le stock qu'il faut. Je leur dis, les gars, moi, je peux vous livrer en 24 heures parce que clairement, c'est dans mon usine. Et ils me disent, mais vous êtes super réactive, madame. On signe avec vous. Et comment je suis réactive? Donc,
J'ai reçu un peu. Et puis, avant de faire ça, je leur ai dit, par contre, est-ce qu'on peut signer le contrat? Parce que tant qu'on n'a pas signé le contrat, Oh my, okay, first of all, that was, wow, that was a lot. Alors là. faire confiance comme ça à des personnes parce que tu as eu un bon feeling, tu as eu un bon contact. En business, ça marche pas. On sait jamais ce qui peut arriver. La confiance de, oui, non, mais je le connais, ce monsieur, c'est sûr, il va me nanana. Ça marche pas, il faut signer. Et ça, c'était une erreur des débutantes. Je te dis, c'était à l'époque de Covid. Moi, j'ai commencé en 2020. C'est une histoire qui doit dater de 2022, quelque chose comme ça. Donc, 2 ans après que je commence, je me rends compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, oui, déjà en 2 ans, ça s'apprend pas. Non. Mais c'était des petites erreurs de débutantes comme ça, et j'en ferai d'autres. Oh non, 100%. Tu vois, ce matin, j'en ai déjà fait une. Et j'ai hâte de voir Ticia, 40 ans de carrière, ce qu'elle va penser de tout ça. Ça va être cool. On fera un autre podcast. Alors, pour clôturer notre podcast, il y a 2 questions que je demande à tout le monde. C'est mes questions favorites. 1, en 3 mots. 3 mots seulement. Comment tu te décris? 3 mots. Souriante, têtue, sympa. I believe it. Mais j'ai des meilleurs mots pour te décrire. Moi, je dirais têtu. En tant qu'entrepreneur, tu dois être têtu. Si tu n'es pas têtu, entrepreneuriat, abandonne. Deuxièmement, I think you're tenacious. Ça, je sais pas comment on dit ça en français. Tenacious. Ouais, la ténacité. La ténacité, c'est ça. Ouais. You're very tenacious. Ouais, persévérante, ouais. You have to be. You have to be. And I think number 3, yeah, sympa, ça fait du sens. T'es vraiment sympa. Like, toi, vraiment, tu parles à tout le monde de la même façon. Et ce que j'aime avec toi, tu es très direct. Que dans ce pays, oh mon Dieu, pour que les gens soient directs. Like, I'm like, get to the point. like I just like. Mais, tu sais, les gens aiment bien se décrire de style, ouais, combattante, nanana, c'est bien, effectivement, si tu l'es, c'est super. Je pense aussi que je suis combattante, persévérante, tout ce que tu veux, mais je pense que ce qui me décrit vraiment, c'est sympa, sans forcément faire la meuf, mais, ça m'a tellement aidé d'être sympa. Je suis d'accord. Les gens pensent que être entrepreneur, femme d'affaires, faut être dur, non, etc. Non, c'est les relations. En vrai, moi, la plupart de mes deals, c'est parce que je suis pas parce que je suis sympa, j'ai un bon café, je suis professionnelle, non, c'est parce etc. que t'es sympa, parce que t'es juste sympa. Tu arrives à briser une barrière avec un sourire, faire des fiers. Ça m'est déjà arrivé, je sais pas, toi, si c'est arrivé de voir des entrepreneurs, parfois de notre âge, on a le même âge, qui arrivent en mode snob. Et je vais jamais faire une collaboration avec eux. Tu vas pas faire Ils vont pas venir dans mon podcast. Là, ça, c'est sûr. Et puis, même quand vous êtes dans un groupe comme ça, où une personne arrive en mode, finalement, elle s'intègre pas et elle va pas profiter d'une expérience de networking, etc. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a compris l'humain aussi. Oh, 100%. Tu vois, les ventes, tu es toujours en train de te vendre et ton produit. Et deuxièmement, OK, Ticia, elle est morte. On ne veut pas être triste, mais elle est morte. Elle regarde maintenant Bird Eye View. T'as 3 groupes, hein. Tes enfants, un des collègues ou Glody, je sais pas moi quoi, et tu as une autre catégorie, peut-être la communauté, je sais pas moi quoi. Quelle est une legacy que tu aimerais laisser dans ce monde? Comment tu aimerais qu'on se rappelle de toi? Pour les 3? Non, juste, tu fais comme, tu choisis soit un des 3 ou en gros. Oh non, pour mes enfants. Je vais leur dire quelque chose que ma grand-mère n'arrêtait pas de dire à ma mère, que ma mère n'arrête pas de me dire, et que moi, je bassine mes enfants, même s'ils ont 3 ans et 1 an, je leur dis ça alors qu'ils sont en train de me regarder, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, mes chéris, il faut se battre. Ah, t'es comme mon père. Oh, toi et mon père, si vous asseyez ensemble. Ma grand-mère disait toujours ça à ma mère. Ma mère m'a toujours dit ça. Dans la vie, ma chérie, il faut se battre. Je le dis tout le temps à mon mari aussi. Dès qu'il se plaint même d'un petit truc qui n'a rien à voir, genre, oh, mais Netflix ne marche pas. Dans la vie, mon chéri, il faut se battre. Il me regarde en mode, mais cette dame. À mes enfants, quand ils n'arrivent pas à faire un truc avec les Legos et puis ils se frustrent un peu. Dans la vie, mon chéri, il faut se battre. Oh, mais cette mère, là. Je leur dirais ça. Je leur dirais ça. Dans la vie, mes enfants, il faut se battre. Il faut se battre. Et en fait, il faut se battre, la conception qu'avait ma grand-mère, et souvent c'est sa mère aussi qui lui disait, c'est le côté, il faut pas se laisser abattre. Non. Tu vois, il faut tenir, c'est rien, c'est pas grave, relève-toi, bats-toi, voilà. C'est rien. Ça permet de garder le sourire d'ailleurs. Parfois, il t'arrive des dingueries, tu rigoles. Moi, je me sens que la première fois qu'un de mes employés me vole des sommes astronomiques, j'ai rigolé. Je suis là, mais le bâtard! Et j'ai commencé à rire parce que je savais que... Marcel. Parce que je savais qu'il fallait vite me... J'ai pas le temps de pleurer. J'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. J'ai pas le temps de commencer à me dire, non, il faut se battre. Et ça, j'aimerais que et en plus, j'ai 2 fils. J'aimerais que mes fils soient aussi comme ça et que si ils ont des enfants derrière, ils pourront dire aussi à leurs enfants, dans la vie, il faut se battre.
Kezia, you're amazing. My love, thank you so much, right? And that's it. Mwah! I need to wrap.